Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rando QRP. Je me prénomme Gaël et mon indicatif est F4IHG. C'est l'été, il fait beau, ou du moins cela dépend de l'endroit où on se trouve. Certains sont en vacances, c'est le moment idéal pour faire des randonnées et des sorties radio en portable sur le terrain. Alors pourquoi s'embêter avec une antenne lourde et encombrante? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une antenne qui est sans nul doute l'une des plus appréciées par les adeptes du QRP en portable. Il s'agit de la Enfend Halfwave, en français, antenne demi-onde alimentée au bout. Dans ce tutoriel, je ferai un bref historique de cette antenne, je présenterai son fonctionnement, je parlerai de ses avantages, de ses inconvénients. J'évoquerai ensuite des notions qu'il faut garder à l'esprit afin d'utiliser cette antenne de manière correcte et satisfaisante. Enfin, je procéderai à la fabrication d'une Enfend Halfwave et en particulier de son transformateur et de son radiateur. Allez, c'est parti! Autrefois, l'antenne Enfend était appelée antenne Zeppelin car elle était utilisée à partir de ces aéronefs. On doit la première Enfend à un ingénieur allemand, Hans Begerow, qui a déposé un brevet en 1909. En 1927, l'ingénieur et radioamateur autrichien Joseph Fuchs, indicatif Oscar Echo Unité Juliette Foxtrot, a mis au point une antenne demi-onde alimentée au bout par une ligne bifilaire dont voici un croquis. Les Enfend sont utilisés durant et après la Seconde Guerre mondiale pour des applications militaires. Il y avait par exemple l'avion Liberator B-24 qui était équipé d'une antenne traînée. Cette technologie est encore utilisée de nos jours pour la très basse fréquence. Certaines antennes traînées ont une longueur de presque 10 km. Oui, vous avez bien entendu, 10 km. Dans les années 60 à 80, les Enfend sont moins populaires chez les radioamateurs que les dipôles et les Yagi, mais connaissent un regain d'intérêt dans les années 90 et 2000 grâce à l'apparition de nouveaux matériaux et la diffusion d'informations via Internet. Dans les années 2010 et 2020, la popularité de l'Enfend va grandissante, notamment pour les opérations en portable, SOTA ou POTA. L'idée derrière une antenne Enfend est d'alimenter ces dernières à une extrémité plutôt qu'au centre, comme le dipôle, ce qui facilite, simplifie son installation. C'est une antenne que l'on peut qualifier de tout-terrain, car elle peut être temporaire, elle est utilisable dans des endroits restreints, elle peut être utilisée lors de randonnées, durant des activations SOTA par exemple, ou pour des services d'urgence. Comme je l'ai dit précédemment, c'est l'antenne préférée des opérateurs radio adeptes du QRP en portable qui pourtant rechignent à perdre le moindre watt car elle combine à la fois une excellente portabilité, une simplicité d'installation et une certaine efficacité sur plusieurs bandes de fréquences.
Hôtel Mike Sierra 135, Hôtel Mike Sierra. Foxtrot 5, Hôtel Mike Sierra. Bonjour cher OM, je vous reçois 55. Oui, ok, cher OM. Vous arrivez à peu près dans la même force de signal chez moi. Donc j'ai noté F4 India Hôtel Golf en portable, vous me confirmerez. Donc ici Foxtrot 5, Hôtel Mike Sierra. Prénom est Luc et je me trouve dans un tout petit village du nord de la France, entre les villes de Valenciennes et Maubeuge. Et grand retour, CQ Sota, Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable, is calling or listening over. F4 Italie Hôtel Golf Portable, je vous passe un report de 59 en Bourgogne, ici Fox Unité, Papa Bravo Zulu. Ok, bonjour Gaël, F4 India Hôtel Golf Portable, ici Florida 4, Juliette, uniforme Florida, je répète Florida 4, Juliette, uniforme Florida. Vous êtes 59 sur le département 84, le Vaucluse, la ville de Carpentras, le pied du Mandento. Voilà, Florida 4, India, Hôtel Golf Portable, pour Florida 4, Juliette, uniforme, Florida. Pour vous expliquer le fonctionnement d'une antenne end-fed half-wave, et en particulier de son transformateur, j'ai emprunté deux images à un radioamateur américain, Daniel Marks, indicatif KW4TI, avec son aimable autorisation, et je l'en remercie. Ici, en haut, est représentée une antenne dipôle demi-onde. Considérons que cette antenne se trouve dans un espace libre, sans aucun élément perturbateur, et suffisamment haute par rapport au sol. Au centre de ce dipôle, là où cette antenne est alimentée, on peut mesurer une impédance de 73 ohms. À ses extrémités, le courant est nul et la tension est maximale. Il en est de même dans une antenne demi-onde, alimentée au bout, où l'intensité du courant est maximale au centre de l'antenne et en principe nulle aux extrémités. Cependant, dans une end-fed half-wave, l'impédance au point d'alimentation, à une extrémité, est de plusieurs milliers d'ohms, alors qu'au centre, l'impédance est plus faible. L'utilisation d'un transformateur d'impédance est donc nécessaire. Ces notions peuvent paraître abstraites, mais avec ces deux guitares, cela va être plus imagé. Celle du haut schématise ce qu'il se passe avec une antenne dipôle, alors qu'avec celle du bas, c'est ce qui se produit avec une antenne end-fed half-wave. Pour poursuivre avec cette analogie mécanique, on peut considérer que le transformateur d'une antenne end-fed demi-onde agit comme un palan fixé sur une potence comme illustré ici. Il y a deux systèmes de poulies. L'un est attaché à un support fixe et l'autre à la charge que l'on veut soulever. Une corde passe plusieurs fois autour de ces poulies, ce qui fait que quand on tire sur la corde, la tension appliquée est multipliée, ce qui permet de soulever la charge plus facilement. En termes d'énergie, la quantité nécessaire pour soulever la charge reste la même. Bien que la force nécessaire soit réduite, la corde doit être tirée sur une distance plus longue. Ceci est similaire au fonctionnement d'un transformateur électrique pour les radiofréquences, un Onun, où la tension est modifiée, mais la puissance, qui est le produit de la tension et du courant, reste la même. Une antenne demi-onde, avec son point d'alimentation à son extrémité, a une impédance élevée. Cependant, si le point d'alimentation est connecté à l'enroulement secondaire d'un transformateur de tension, l'impédance effective au niveau de l'enroulement primaire est diminuée par le carré du rapport d'Espire entre les enroulements secondaires et primaires. La résistance du point d'alimentation d'une end-fed half-wave est d'environ 2450 ohms. Pour transformer cette impédance à une sortie de 50 ohms d'un émetteur typique, l'impédance doit être divisée par 49. Si le rapport de tours est de 7 pour 1, l'impédance est réduite de 49 fois, soit 50 ohms. Si le rapport de tours est de 8 pour 1, l'impédance est réduite de 64 fois, soit environ 38 ohms.
Un transformateur de tension est composé de deux enroulements de fils très proches l'un de l'autre, souvent autour d'un noyau en ferrite en forme de tore. Cela permet au flux magnétique créé par l'un de passer principalement à travers l'autre. Quand un courant passe dans l'enroulement primaire, il crée un flux magnétique dans le tore. Ce flux magnétique induit une tension dans l'enroulement secondaire. Plus il y a de tours dans l'enroulement secondaire, plus la tension induite est élevée. Cela fonctionne de manière similaire aux poulies qui multiplient la force appliquée. Cependant, l'énergie reste la même. Si la tension augmente, le courant diminue proportionnellement. En résumé, le courant radiofréquence appliqué à l'enroulement primaire génère une force magnétomotrice qui à son tour crée un flux magnétique dans le noyau ferrite. Ce flux magnétique induit ensuite une tension dans l'enroulement secondaire, permettant ainsi de transformer la tension et d'adapter l'impédance du signal radiofréquence pour une transmission efficace. L'antenne Enfend, en tant qu'élément rayonnant et récepteur, est une antenne qui a un rendement satisfaisant sur les bandes pour lesquelles elle a été taillée. Si on l'utilise sur sa fréquence fondamentale, elle a un gain qui est comparable à celui d'un dipôle demi-onde, à condition bien sûr qu'elle ait été dimensionnée et déployée correctement. Cependant, elle présente des particularités. En ce qui concerne son diagramme de rayonnement, alors que l'on monte en fréquence en passant de la bande des 80 mètres jusqu'à celle des 10 mètres, l'antenne produit plusieurs lobes dont l'orientation varie suivant la bande de fréquence utilisée. Ce qui crée des incohérences directionnelles et des régions d'ombre avec des valeurs interlobes médiocres, ce qui est loin d'être l'idéal. L'utilisation d'un transformateur à large bande au point d'alimentation entraîne des courants réactifs et des réactances parasites variables. Une installation peut donc nécessiter des ajustements personnalisés qui, dans les déploiements courants, sont rarement réalisés. Dans certaines situations, dans certaines circonstances, une boîte d'accord sera utile, voire nécessaire. L'utilisation d'une Enfend half-wave peut être perturbée par un courant de mode commun trop élevé sur la ligne de transmission par câble coaxial, ce qui compromet les performances globales de l'antenne. Enfin, le transformateur peut se mettre à chauffer et les performances de l'antenne être affectées, notamment en termes de stabilité et d'efficacité de rayonnement. Ça, je vais en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Quels sont les avantages et inconvénients à utiliser une antenne Enfend half-wave? Je l'ai déjà évoqué précédemment, c'est une antenne résonante que l'on peut utiliser sur plusieurs bandes de fréquences, les harmoniques paires et impaires de la fréquence fondamentale. C'est une antenne qui est simple à fabriquer et à mettre au point. Elle est économique. Sur le terrain, au minimum, un seul support suffit pour son déploiement. Différentes configurations sont possibles. Elle est compacte, légère et discrète. Toute médaille a son revers. C'est une antenne qui peut s'avérer bruyante, qui est sensible aux interférences radiofréquences s'il y a par exemple de l'équipement électrique à proximité. Son diagramme de rayonnement est désordonné, désorganisé, notamment sur les bandes hautes avec la présence de lobes multiples. Le sol peut s'avérer problématique. L'utilisation d'une Enfend half-wave avec une forte puissance et en émission continue peut entraîner la surchauffe du transformateur avec apparition d'un taux d'onde stationnaire très élevé, ce qui dégrade fortement les performances de l'antenne et peut aussi engendrer la détérioration pure et simple de votre matériel. Dans certaines situations, l'alimentation de l'antenne peut entraîner la résonance du boîtier de la radio ou d'une autre partie de l'équipement et à ce moment-là, un dispositif d'isolation sera nécessaire pour supprimer ce phénomène. Autrement dit, un choc sera nécessaire pour supprimer ce courant de gaine, ce courant de mode commun qui est présent à la surface du câble coaxial. Pourquoi, à l'utilisation, un Unun chauffe et pourquoi mieux vaut-il éviter la surchauffe?
Alors tout d'abord, s'il est question de dégagement de chaleur, inévitablement, il est question de perte. Est-ce que la taille du tore a son importance? Alors effectivement, on pourra faire passer plus de puissance dans ce tore-ci que dans celui-là. En fait, divers phénomènes entrent en ligne de compte. Il y a ce que l'on appelle les pertes dans le noyau, des pertes résistives dans les enroulements, des pertes par réactance et les conséquences d'une désadaptation d'impédance. Les pertes dans le noyau. À chaque cycle de l'onde radio, le champ magnétique dans le noyau en ferrite change de direction. Ce processus de magnétisation et de démagnétisation entraîne des pertes d'énergie sous forme de chaleur, appelées pertes par hystérésis. Des courants induits dans le noyau en ferrite peuvent également provoquer des pertes, contribuant à l'échauffement du transformateur. Ces courants, autrement appelés courants de Foucault, résultent des variations du champ magnétique pendant le fonctionnement du transformateur. Les pertes résistives dans les enroulements. Le fil utilisé dans les enroulements du Hunun a une certaine résistance électrique. Lorsque le courant radiofréquence passe à travers ces enroulements, il génère de la chaleur en raison de la dissipation de puissance dans cette résistance. À haute fréquence, le courant a tendance à se concentrer à la surface du conducteur. C'est ce que l'on appelle l'effet de peau, ce qui augmente la résistance effective et donc les pertes résistives. Les pertes par réactance. J'en ai parlé tout à l'heure. Les réactances parasites peuvent provoquer des courants réactifs qui ne contribuent pas à la transmission de puissance utile, mais qui au contraire génèrent de la chaleur. Ces réactances peuvent être soit de nature inductive ou capacitive. La désadaptation d'impédance. Si l'impédance de l'antenne n'est pas bien adaptée à celle du Hunun, une partie de la puissance sera réfléchie. Et cette puissance réfléchie peut provoquer des pertes supplémentaires et augmenter la dissipation de chaleur dans le transformateur. Si vous utilisez certains modes numériques, le FT8 par exemple, avec une forte puissance, attention à l'échauffement continu en émission prolongée. En émission continue, les composants n'ont pas le temps de refroidir entre les cycles de transmission, ce qui peut conduire à une accumulation de chaleur. Quelles sont les conséquences de l'échauffement d'un Hunun? Eh bien, tout d'abord, les dégradations des performances de l'antenne. À des températures élevées, les propriétés magnétiques du noyau ferrite peuvent changer, ce qui réduit l'efficacité du transformateur. Une chaleur excessive peut endommager l'isolation des fils, du noyau en ferrite et d'autres composants. Une notion qu'il faut garder à l'esprit, c'est le point de Curie. Le point de Curie est la température à laquelle un matériau ferromagnétique perd son magnétisme permanent. En dessous, il est magnétique et avec une aimantation stable. Au point de Curie, il devient paramagnétique. En fait, il perd son magnétisme permanent. Au-dessus, il reste paramagnétique, sans magnétisme permanent, même en présence d'un champ magnétique. Le point de Curie varie suivant le matériau. Si vous pratiquez le QRP, vous ne devriez pas être confronté à la surchauffe. Attention toutefois si vous utilisez des micro-Hunun avec ce genre de tore. Si au contraire vous êtes QRO, vous pouvez éventuellement réduire la puissance et l'émission de votre radio, notamment avec les modes numériques, ou bien lors de la fabrication de votre Hunun, employer un tore plus gros, voire en bobiner 2 ou bien 3 pour les très fortes puissances. Pour un bon transformateur haute fréquence, il faut une forte inductance
et une faible capacité parasite, ce qui veut dire peu de spire et donc une perméabilité du tore très forte. Le tore T200-2 de couleur rouge n'est pas adapté pour être utilisé dans le cadre d'une Enfen Half-Wave, sa perméabilité étant moindre. La perméabilité électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de la facilité avec laquelle un matériau réagit à un champ magnétique. Elle indique la capacité d'un matériau de devenir magnétisé lorsqu'il est exposé à un champ magnétique extérieur. Plus la perméabilité est élevée et plus le matériau réagit fortement au champ magnétique. Les tores les plus couramment utilisés pour fabriquer un transformateur d'une Enfen Half-Wave sont les FT240-43 et les FT140-43. FT étant l'abréviation de ferrite toroïde, 240 étant le diamètre extérieur en centièmes de pouce, soit 2,4 pouces, environ 61 mm, 43 étant le type de matériau utilisé qui offre des caractéristiques de performance particulières, telles qu'une perméabilité magnétique adaptée à des applications dans certaines plages de fréquence, et en l'occurrence, pour le 43, de 1 à 50 MHz. En ce qui concerne le rapport de transformation d'un transformateur d'une antenne Enfen Half-Wave, qu'est-il préférable d'utiliser? Un rapport de transformation de 49:1 ou 64:1. J'ai longtemps cherché des informations à ce sujet sur Internet et je n'ai trouvé aucun article qui m'a convaincu, aucune information probante à ce sujet. J'en ai tout de même déduit certaines choses, et notamment le fait que ce choix du rapport de transformation dépendait de plusieurs facteurs, et notamment des caractéristiques de l'antenne elle-même, de la longueur du fil radiateur, des conditions d'installation, et tout simplement des préférences du concepteur de l'antenne ou bien de l'utilisateur. Il est dit que les Enfen Half-Wave, avec un transformateur ayant un rapport de 64:1, seraient plus efficaces sur les bandes basses, 80 mètres et 40 mètres, alors que les Enfen Half-Wave, avec un transformateur ayant un rapport de 49:1, seraient quant à elles plus efficaces sur les bandes hautes, 20 et 10 mètres. Alors personnellement, je manque encore d'expérience avec cette antenne pour me faire une idée sur ce sujet. Aussi, je vais m'équiper de transformateurs avec ces deux rapports. Ceci dit, la manière avec laquelle l'antenne est déployée, que ce soit en sloper, avec un angle plus ou moins aigu, ou droite à l'horizontale, en hauteur par rapport au sol, ou bien avec plusieurs angles à 90 degrés pour la serrer, par exemple dans un petit jardin, aura, à mon avis, un impact beaucoup plus important. Le temps est venu pour moi de vous montrer la fabrication d'une antenne Enfen Half-Wave, d'un transformateur tel que celui-ci et d'un radiateur, antenne qui vous permettra par la suite de travailler sur la bande des 40 mètres, la bande des 20 mètres, la bande des 15 mètres et la bande des 10 mètres. Mais voyons tout d'abord les pièces qui sont nécessaires à la fabrication de cette antenne. Pour cela, il faut un boîtier de jonction électrique étanche avec les dimensions suivantes, 64 par 58 par 35 mm. Ici, une vis à œil inox M6, deux écrous M6 inox. Vous pouvez éventuellement utiliser ce modèle-ci qui est un petit peu plus élaboré. Ici, deux colliers de serrage d'une largeur de 2 mm, un tore FT140-43, un connecteur SO239 avec deux trous de fixation, une petite cosse à œillet, ici deux vis inox dont une avec une tige filetée et deux écrous correspondants, ici un condensateur d'une valeur de 100 picofarad, 3000 volts, une bobine de fil maillé, 1 mm, ici une vis inox M6 d'une longueur de 15 mm avec une tête pour tournevis plat. Ici une cosse à œillet permettant le passage de cette vis M6. Ici un écrou inox avec frein de blocage nylon.
Et enfin, pour le transformateur, un écro-papillon inox en M6. Pour le radiateur, il faut 20 mètres de fil. J'ai ici une vingtaine de mètres de fil d'une section de 1,5 mm² ou 15 AWG. C'est une chute de fil que j'ai utilisé lors d'un précédent bricolage. Pour un usage ponctuel de l'antenne, il va très bien convenir. Si vous construisez une antenne Enfen Half-Wave et que vous la montez de façon permanente, il faudra de préférence utiliser du fil doublé Kevlar, car ce fil-ci, soumis à une tension plus ou moins importante et de façon permanente, aura tendance à s'allonger. Pour le radiateur, il faudra également de la gaine thermorétractable de différentes tailles, 2 petits colliers de serrage d'une largeur de 2 mm, 2 colliers de serrage d'une largeur de 3 mm, une cosse fourche de 5 mm et enfin 2 x 15 mètres de paracorde de 550. Vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo la liste de toutes les pièces nécessaires à la fabrication du transformateur et du radiateur. Pour débuter la fabrication de l'antenne Enfen Half-Wave, je vais tout d'abord m'intéresser au transformateur. Montage du transformateur qui va comprendre 3 phases. Première phase, la préparation de certaines pièces. Deuxième phase, le bobinage du tore avec le fil émaillé. Troisième phase, insertion et fixation de l'ensemble dans le boîtier. En ce qui concerne la vis à œil, j'ai décidé de ne pas utiliser ce modèle, mais plutôt celui-là, car il dispose d'une espèce de petite collerette qui va limiter, voire empêcher l'infiltration d'eau dans le boîtier. Alors évidemment, la vis est 3 fois trop longue. Alors pour ne garder que ce qui est strictement nécessaire, une petite astuce, vous prenez votre vis à œil, vous la mettez en place sur le boîtier, comme ceci. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire un repère ici à l'aide d'un marqueur et couper la partie en trop avec une scie à métaux. Voilà, c'est chose faite. Comme vous avez pu le remarquer, le couvercle du boîtier est translucide. Cela a une utilité, cela permet d'un coup d'œil de déterminer le rapport de transformation du transformateur et cela donne à ce dernier un look, un esthétisme assez sympa. Pour faire les différents repères sur le boîtier. Alors, pour celui de la vis à œil, on va prendre en compte le corps du boîtier et le couvercle et on va faire un repère en plein centre de ce rectangle. Pour celui du connecteur SO 239, on enlève le couvercle et on va faire un repère en plein centre de ce rectangle. Pour celui de la vis qui permettra par la suite la fixation du radiateur. On prend la vis, on la met en place à l'intérieur du boîtier, comme ceci, jusqu'à ce qu'elle soit embutée. Et cela permet de déterminer l'endroit où on doit tracer une ligne à l'aide d'une équerre. Une fois que la ligne est tracée, on remet le couvercle en place. On détermine le centre de la ligne afin de pouvoir y faire le repère adéquat. Alors moi, pour gagner du temps, j'ai déjà fait ces repères. Je vais faire des avant-trous, puis des trous. Et une fois que ça sera fait, je reprendrai la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Pour ce faire, j'ai employé cette petite mèche ainsi que ces 2 fraises étagées. Il me reste à faire 2 trous de part et d'autre de celui-ci. Pour cela, je prends le connecteur SO239, je le mets en place sur le boîtier de la manière la plus droite possible. Ensuite, à l'aide d'un marqueur assez fin, je vais faire 2 repères qui me permettront de faire avec précision les 2 trous restants. Voilà, j'ai terminé la préparation du boîtier et je vais maintenant procéder au bobinage du tore avec le fil émaillé. Le fil, vous pouvez fort bien utiliser du fil rigide pourvu d'une gaine isolante pour faire un bobinage sur un tore. C'est avec ce fil que j'ai fabriqué mon premier transformateur sur la base d'un FT240-43 et ce transformateur fonctionne à merveille. Si vous voulez bobiner un FT240-43 avec du fil émaillé, il faudra utiliser de préférence du 2 mm.
Ici, nous avons un FT 140-43, nous allons utiliser du 1 mm. Vous pouvez fort bien utiliser du fil rigide de même section que le fil émaillé de 1 mm pour vous entraîner par exemple à bobiner un Thor FT 140-43. Dans ce tutoriel, je vais reproduire ce transformateur avec un rapport de transformation de 49:1. Pour le bobinage, je vais avoir besoin d'1 mètre de fil émaillé. Une fois votre morceau de fil de 1 mètre coupé, vous vous munissez d'une règle, vous mesurez 15 cm et vous repliez le fil comme ceci sur lui-même. En ayant replié le fil émaillé sur lui-même, on obtient une ligne bifilaire. Ligne bifilaire qu'il va falloir torsader. Alors pour ce faire, j'utilise une méthode qui me permet d'obtenir des torsades régulières. Je prends une pince sur laquelle j'ai placé de l'adhésif, de manière à ne pas abîmer le fil émaillé. Ici, je laisse un morceau d'à peu près 2 à 3 cm. Je me munis d'un tournevis, je le place ici et je fais tourner le tournevis jusqu'à obtenir des torsades. À quoi va servir cet enroulement bifilaire? Eh bien, il va améliorer le couplage magnétique entre le primaire et le secondaire. Il aide à transférer l'énergie de manière plus efficace. La disposition bifilaire réduit l'inductance de fuite, ce qui est crucial pour améliorer la performance à haute fréquence et minimiser les pertes. La torsion, quant à elle, réduit les interférences et les pertes par rayonnement et assure un couplage uniforme. Allez, je vais maintenant faire ces torsades hors caméra et une fois que ce sera terminé, je reprendrai la vidéo. Et voilà le résultat. Avant d'aller plus loin, voici une image représentant un transformateur 49:1. N'hésitez pas à vous y référer pour le bobinage de votre Thor. Pour que le bobinage soit correct, ces spires doivent être bien au contact du Thor, serrées et régulières, de manière à réduire les pertes d'énergie. À chaque fois que le fil passe par le centre du Thor, cela compte comme pour un tour. Nous allons pouvoir débuter le bobinage du Thor. Pour ce faire, il faut se saisir du fil émaillé de cette manière, placer la partie bifilaire vers la droite, la partie longue sur la gauche et la partie courte vers le bas. Ensuite, je prends le Thor, je fais passer la ligne bifilaire à l'intérieur comme ceci, je pince le fil et le Thor et je fais avec la ligne bifilaire un tour puis un deuxième. Voilà, c'est fait. On a bien 1, 2 tours. Maintenant, on va prendre la partie longue du fil émaillé et on va faire des spires jusqu'au 7e tour en faisant attention de ne pas faire de torsade. Ok, je suis arrivé au 7e tour. Nous avons donc les deux enroulements de la ligne bifilaire qui constituent le primaire de notre transformateur et ensuite la première partie du secondaire. Et je vais maintenant, pour le 8e tour, faire ce que l'on appelle un crossover. Alors ce crossover, à quoi sert-il? Eh bien, il a pour effet de réduire quasiment à zéro les capacités parasites du bobinage et il place le bout du fil émaillé à l'opposé du connecteur de l'antenne. Alors certaines sources que j'ai consultées indiquent que ce crossover serait contre-productif et préconisent un bobinage sans crossover. Eh bien, mon prochain transformateur sera fabriqué de la sorte. L'expérimentation est l'essence même de notre hobby. Voici le crossover, le 8e tour. Ok, je vais continuer à faire des spires jusqu'au 14e et dernier tour. Voilà, le bobinage du Thor est terminé, j'ai bien 14 tours. J'ai placé dessus 2 colliers de serrage de manière à ce que le fil émaillé reste bien en place. Il est maintenant temps de placer le Thor dans le boîtier. Alors je ne vais pas le faire en vidéo
car c'est une opération qui est assez longue, car elle nécessite divers ajustements. Néanmoins, je vais vous expliquer la méthode à appliquer de façon à faire cette insertion de manière correcte et la plus simple possible. Allez, c'est parti. Très bien. On va commencer par la vis à œil que l'on va monter sur le boîtier de façon définitive. Et pour cela, on va employer du frein filet. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va enlever le plastique sur les deux cosses à œillet. Ensuite, ce que je vais faire, c'est installer de façon provisoire ces différentes pièces dans et sur le boîtier. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que les cosses à œillet soient en place dans le boîtier, de façon à déterminer la longueur du fil qui me sera nécessaire ici et ici pour une insertion, une installation du tore dans le boîtier correct. Pour cette opération, je ne vais pas employer l'écrou avec frein de blocage de la vis à tête pour tournevis plat. Je vais seulement utiliser l'écrou papillon. Cela sera bien suffisant. Il y a un petit peu de travail, donc je vais m'y mettre. Et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la vidéo. Voilà, les différentes pièces sont en place dans le boîtier. Les cosses à œillet ont été pliées et orientées de manière à laisser au tore le maximum de place dans le boîtier. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'il faut couper une partie du pin central du connecteur qui est trop long, ainsi qu'une partie de cette vis également trop longue. Eh bien, je vais m'occuper de cela tout de suite. Voilà, le pin du connecteur a été raccourci, ainsi que la vis juste à côté. J'ai pu insérer le tore dans le boîtier. Je peux maintenant déterminer la longueur de fil nécessaire à chaque extrémité du transformateur. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever la couche d'émail, la couche d'isolant, à chaque extrémité du transformateur. Pour cela, deux méthodes, soit avec un briquet, soit avec un cutter. Et personnellement, je préfère enlever l'émail avec un cutter. C'est plus précis. Un contrôle rapide pour voir s'il n'y a aucun problème. Ok. Eh bien, je vais pouvoir maintenant souder. Voilà, les trois extrémités du transformateur sont soudées. Le tore est bien en place dans le boîtier. Reste à souder le condensateur comme indiqué dans le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Une petite astuce concernant la vis permettant la fixation du radiateur sur le boîtier du transformateur. Une fois qu'elle est montée, vous vissez à fond l'écrou papillon et pour que ce dernier soit dans l'alignement du boîtier, vous pouvez agir sur la vis à tête plate. Voilà, le condensateur est en place dans le boîtier. Il ne me reste plus qu'à monter le couvercle sur le boîtier et ensuite mettre ici, à ce niveau, au niveau de la vis à œil, deux morceaux de paracorde, un morceau de 40 cm qui va servir à attacher le radiateur sur le boîtier et un morceau de 60 cm qui servira à fixer le transformateur sur un support. Le condensateur, quel est son rôle? Alors notre antenne NFEN Half-Wave, tout à l'heure, nous allons la tailler pour la bande des 40 mètres, 7 MHz. Elle fonctionnera également sur ses harmoniques.
14 MHz, 21 MHz, 28. À 7 MHz, l'antenne est en résonance, donc l'impédance est principalement résistive. À 14 MHz, le deuxième harmonique, la réactance inductive de l'antenne est plus élevée que celle à 7 MHz parce qu'elle augmente avec la fréquence. Rappelez-vous la formule XL égale 2πfL. Et cela signifie que l'antenne présente une composante inductive plus grande à cette fréquence. À des fréquences plus élevées comme le 14 MHz ou 21 MHz, l'antenne NFEN half-wave présente donc une réactance inductive plus élevée. Le condensateur, en parallèle, aide à compenser cette réactance inductive accrue, permettant à l'antenne de maintenir une impédance principalement résistive et de fonctionner efficacement sur ses bandes supérieures. Le condensateur, en fait, sert de réservoir pour l'énergie réfléchie par l'antenne. L'énergie est échangée entre l'antenne et le condensateur jusqu'à ce qu'elle soit finalement rayonnée par l'antenne. Alors j'ai testé le transformateur en utilisant le radiateur d'une antenne NFEN half-wave que j'ai installé à demeure à mon domicile et ce dernier fonctionne très bien. Et voilà, le transformateur est terminé. Il est maintenant temps de s'occuper du radiateur. Alors je ne vous cache pas que ce sera beaucoup plus facile que la fabrication du transformateur. Ce petit gars là m'a donné beaucoup de fil à retordre. Je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais une fois de plus, les lois de Murphy ont été respectées. La vis ici, je l'avais coupée trop courte, j'ai dû la remplacer, et diverses autres petites contrariétés, mais bon. Le transformateur est terminé, je l'ai testé, il fonctionne, tout va bien. Passons à la suite. Dans ce tutoriel, je vais rester basique, je ne vais pas parler du 80 mètres. Je vais vous montrer la présentation d'un radiateur pour travailler sur la bande des 40 mètres, la bande des 20 mètres, la bande des 15 mètres et la bande des 10 mètres. Sachez néanmoins que vous pouvez tailler un radiateur pour qu'il ne fonctionne que sur une seule bande. Ici, un radiateur pour la bande des 20 mètres. Un autre, ou du moins deux autres, en fait il y a deux radiateurs. Un radiateur pour la bande des 40 mètres, la bande des 20 mètres, la bande des 15 mètres et la bande des 10 mètres. Et un autre pour la bande des 30 mètres. Alors moi ce que je vous propose, c'est de reproduire ce radiateur équipé d'une cosse fourche munie de colliers de serrage en polyamide recouvert de gaines thermorétractables. Reproduire donc ce radiateur, mais pour qu'il fonctionne sur 4 bandes. Allez, c'est parti. J'ai disposé ici les différentes pièces qui vont composer le radiateur, à l'exception bien sûr du fil. Alors qu'est-ce que l'on trouve? La cosse fourche de 5 mm avec un morceau de gaine thermorétractable de 4 cm. Là, les deux colliers en polyamide, dont celui de 3 mm et celui de 2 mm. Ici, un morceau de gaine thermorétractable de 5 cm. En plein milieu du radiateur, un morceau de gaine thermorétractable de 4 cm. Ici, la même chose que là. Et à l'extrémité du radiateur, un morceau de gaine thermorétractable de 6 cm. Un petit moyen mémotechnique pour se souvenir des longueurs. 4, 5, 4, 5,
6. J'ai passé le fil au travers les deux gaines thermorétractables et je vais maintenant souder la cosse fourche. Après l'avoir au préalable préparé, j'ai enlevé le plastique jaune qu'il y avait dessus. Allez, je vais faire la soudure hors caméra et je reprends la vidéo juste après. La cosse est soudée. J'ai mesuré ici 15 cm et je vais mettre en place maintenant le collier de serrage de cette manière. Voilà. Et je vais prendre le deuxième collier de serrage et je vais m'en servir pour maintenir celui-ci sur le fil. Voilà le résultat. Alors pas d'inquiétude, c'est très résistant. Et voilà. Et bien maintenant je vais tailler le radiateur. Je vais déployer l'antenne, hisser le radiateur dans un arbre. J'en ai repéré un chouette. Et je vais vous expliquer comment je procède. Allez, c'est parti. Pour hisser le radiateur dans l'arbre, rien de tel qu'une pierre ramassée en chemin, de la paracorde et je vous conseille d'utiliser une paire de gants parce que ça m'est déjà arrivé de me brûler les doigts. Allez, il n'y a plus qu'à. Pour attacher la paracorde sur le radiateur, je vous conseille soit de faire un nœud en tête d'alouette, ou bien si ça ne suffit pas, un nœud de prussique, comme ce nœud-ci, qui a un excellent maintien et qui peut coulisser librement sur le radiateur. Au niveau du transformateur, je vais enlever la boucle en paracorde. Pour cette fois, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais attacher dessus une seconde paracorde. Je vais brancher ici la ligne coaxiale. Et ici le radiateur. Je commence par l'attacher avec le petit morceau de paracorde. Et le connecter sur le transformateur. Et voilà. Voilà, l'antenne est déployée. Je l'ai donc disposée en sloper. C'est comme cela que j'utilise habituellement mes Zenfone Halfwave. Le transformateur se trouve à 2 mètres du sol. L'extrémité du radiateur, quant à elle, a une bonne vingtaine de mètres. Maintenant, l'objectif est de trouver le point de résonance de l'antenne à 7 MHz. Et pour cela, eh bien, il va falloir raccourcir le radiateur à l'aide d'une pince coupante. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien l'écran.
Le curseur est sur 7 MHz et le Nano VNA est réglé avec un span de 4 MHz. Le radiateur est clairement trop long. Combien je vois rien. Ça ne bouge pas. C'est pas encore ça, mais on se rapproche. Voilà qui est mieux. Mais le radiateur est encore un poil trop long. Alors, je vais vous montrer les morceaux que j'ai coupés. Hein. Le premier, le voici. Je n'ai pas été avec le dos de la cuillère comme on dit. Hein. Ensuite, eh bien, j'ai découpé des morceaux beaucoup plus courts. Alors ma méthode, c'est de couper des morceaux qui ont toujours la même longueur et au fur et à mesure des mesures, eh bien, je les raccourcis. Les deux derniers. Voilà. Je vais encore faire quelques allers-retours hors caméra et eh bien, les morceaux seront encore plus petits jusqu'à ce que je trouve eh bien, une mesure qui me convienne. Allez, à tout à l'heure. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du point de résonance de l'antenne à 7 MHz, là je n'en suis plus très loin, ce que je vous conseille de faire, c'est de checker les autres bandes de fréquence, le 20 mètres, le 15 mètres et le 10 mètres, pour voir comment réagit l'antenne sur ces bandes. C'est ce que je vais faire tout de suite. Le Nano VNA est calé sur 14 MHz, la bande des 20 mètres, et sur cette bande, le radiateur est légèrement trop long. Sur la bande des 15 mètres, le Nano VNA étant calé sur 21 MHz, j'ai une très bonne mesure, j'ai un très bon rapport d'onde stationnaire. Par contre, on commence à observer comme un décalage. Et ce décalage, je vais l'évoquer juste après. Sur la bande des 10 mètres, le Nano VNA étant calé sur 28 MHz, on a encore un rapport d'onde stationnaire tout à fait convenable. Par contre, on voit clairement qu'il y a un décalage. Alors ce décalage est dû au fait que l'on est sur non pas le point de résonance de l'antenne, mais sur l'une de ses harmoniques, l'harmonique 4. Pour pallier à ce problème, il y a deux solutions. Soit on installe juste après le transformateur sur le radiateur ce que l'on appelle une bobine de compensation, ou bien on peut corriger cela avec le coupleur interne de la radio. Alors dans ce tutoriel, je ne vais pas parler de la bobine de compensation car cette vidéo est déjà bien longue, mais cela pourra faire l'objet d'un futur tutoriel. Voilà les morceaux de fil qu'il m'a fallu couper pour accorder l'antenne sur le 7 MHz. Et le résultat final.
le radiateur a été taillé, l'antenne fonctionne bien. Reste à finaliser la fabrication du radiateur en ajoutant à son extrémité une boucle en polyamide et de la gaine thermorétractable. C'est quasi la même chose que du côté transformateur. Allez, c'est parti. Et enfin la touche finale. Voilà. La fabrication de l'antenne est terminée. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de fabriquer cette antenne End-Fend Half-Wave aux performances parfois assez surprenantes. En ce qui me concerne, j'ai pu faire un QSO en téléphonie sur la bande des 20 mètres avec un OM canadien qui faisait une activation POTA. Pour cela, j'utilisais un USDX+, une radio avec une puissance comprise entre 3 à 5 watts. L'OM canadien m'a donné un 44 et moi je lui ai donné un 55. Si j'ai dit une bêtise, si j'ai fait une erreur, l'espace commentaire est à vous. Si vous avez des interrogations, si vous voulez des explications supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous répondrai avec plaisir. Je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. La chaîne va bientôt atteindre 1000 abonnés. Waouh, c'est incroyable. Quelques dédicaces. Je tiens à remercier quelques OM et amis chers à mon cœur. Mon ami Claude, qui est parti en Afrique et qui malheureusement, là-bas, n'a pas le permis d'émettre. Alors Claude, nos petits QSO en télégraphie, nos petits QSO locaux, me manquent terriblement. Donc dépêche-toi de rentrer en France, Claude. Que l'on puisse à nouveau échanger entre télégraphistes et faire une ou deux sorties radio à Omaha Beach ou je ne sais où, mais pourvu qu'on passe du bon temps. Jean, mon ami Jean, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Alors j'ai mes problèmes, et toi de ton côté tu es assez occupé, mais ceci dit ce serait chouette que l'on s'organise une petite journée, ou tout simplement une après-midi, dans la Verte, à activer l'un des 2-3 spots SOTA qui sont autour de nous. Donc Jean, c'est quand tu veux. Jocelyne, je tiens à te remercier pour tes publications, pour tes messages, je les lis avec grand intérêt. Continue comme ça. Jackie, merci à toi aussi pour les liens que tu me proposes, pour nos échanges, mais c'est quand tu veux tu passes la licence radio amateur, c'est quand tu veux. Voilà. J'avais quelques messages perso à faire passer, je les ai passés. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Si ce n'est que je vous remercie encore, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bel été, bonnes vacances à vous, et à la prochaine. 73 à tous.